Comme vous pouvez le constater, si vous avez lu le programme, il y a eu un léger ajustement et je ne suis donc pas Patrick Béard. Donc, du coup, je vais vous demander d'être un petit peu indulgent parce que c'est jamais facile de remplacer quelqu'un au pied levé, comme vous pouvez l'imaginer. Néanmoins, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui et je voudrais en profiter pour vous parler de télé, comme on le disait précédemment, car au-delà d'être mon hobby favori, ça représente surtout près de 3h50 de la journée des Français en moyenne. Alors je dois avouer que ça en représente même un petit peu plus pour moi, mais c'est aussi surtout plus de la moitié de la valeur dans le secteur des médias. Je voulais vous parler de l'impact qu'ont eu les acteurs de la SVOD pour la télé traditionnelle. Donc quand on parle de SVOD, je parle vraiment de Netflix, Amazon Vidéo, Hulu et Apple qui commencent à se lancer sur le secteur. Alors comme je suis une McKinsey, j'aime bien démarrer avec des chiffres. Je pense que c'est des chiffres qui sont connus, mais qui permettent quand même de prendre la mesure du contexte. Netflix, c'est plus de 130 millions d'abonnés. C'est près de 80 millions d'abonnés en dehors des États-Unis. Et c'est plus de 10 milliards de dollars de contenu dépensé en moyenne. Ce qui place Netflix au niveau des plus grands du secteur, comme Disney ou HBO. Bref, c'est vraiment énorme, et on aurait tort de ne pas en parler. Maintenant que ça a été dit, il me paraît un peu utile de repartir sur ce qui se passe aux États-Unis et d'essayer de comprendre ce que ça veut dire pour nous, Européens. Là-dessus, j'ai deux convictions fortes. La première, c'est que le modèle historique du network à l'américaine est en train de s'effriter, et qu'en Europe, c'est pas tellement mieux ce qui est en train de se passer et que ça risque pas de s'arranger. Donc si on parle du modèle du network américain, il y a bien deux choses à avoir en tête. La première, c'est que les audiences sont en train de baisser et les revenus publicitaires aussi. Et ça, c'est vraiment nouveau. Que deuxièmement, les nouveaux acteurs les concurrencent sur les audiences, mais aussi et surtout sur les contenus. Donc si on repart sur ce qui se passe pour les audiences, alors, ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on parle du fait que les audiences sont en train de baisser, qu'elles se fragmentent entre les chaînes, qu'elles se perdent entre différents supports et différentes plateformes. Mais là, ce qui est vraiment nouveau, c'est que, ça s'accélère. Donc, si on regarde des grands groupes comme NBC, on voit qu'on a perdu 10% d'audience par rapport à l'année dernière. Mais ce qui est vraiment nouveau, c'est que les revenus publicitaires sont impactés. Donc, historiquement, les grands networks arrivaient à se défendre, notamment parce qu'ils étaient quasiment dans une situation de monopole. Donc, ils arrivaient à dire aux annonceurs que, de toute façon, si on voulait avoir accès à une audience aussi massive, il fallait accepter de jouer le jeu et payer plus cher. Le problème, c'est que là, la baisse de volume est tellement importante qu'on n'arrive plus à compenser par les prix. Et en 2017, c'est la première fois qu'on a vu les revenus de la pub aux États-Unis baisser. La baisse a été d'environ 1,5%. L'autre problème qui vient s'ajouter à ça pour les networks, c'est l'accès au contenu. Avec l'arrivée des Netflix et des Amazon, on a une situation où les meilleurs talents veulent travailler avec eux. Donc je pense que ça ne vous a pas échappé si, comme moi, vous êtes fan de Netflix. Mais là, maintenant, on a quand même Scorsese, Benicio del Toro et même un de mes réalisateurs préférés, David Fincher, qui travaille avec la plateforme. Et ça commence aussi à arriver en Europe, où typiquement, ils ont réussi à avoir Peter Morgan pour faire The Crown. Ça, c'est important de voir les impacts que ça peut avoir sur les networks. Parce qu'avant, on avait une démarcation qui était très claire. C'est-à-dire que les séries qui étaient très sophistiquées, qui étaient un peu dark, où il y avait de la violence, du sexe, c'était que sur HBO. Alors que les grandes chaînes gratuites, elles diffusaient des séries qui étaient plutôt mainstream, assez accessibles à tous, facile à suivre, où on avait des épisodes qui se regardaient en une fois comme une histoire qui se boucle. Donc si on ratait un épisode une semaine, c'est pas grave, on pouvait rattraper la semaine d'après. Le problème, c'est que maintenant, ces produits-là, ils sont plus vraiment compétitifs auprès des audiences et que les talents préfèrent faire des trucs un peu sophistiqués, highbrow, comme diraient les Américains. Du coup, en synthèse, aux États-Unis, tout le monde se met à faire du House of Cards et du True Detective, et on fait beaucoup moins de choses comme Les Experts ou Bones. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Européens, et pour nos chaînes ?
En fait, ça nous impacte directement, tant pour les chaînes gratuites que pour les chaînes payantes. Si on prend cette histoire de contenu pour les chaînes gratuites, en fait, ça complique vraiment la donne. Parce qu'avant, les séries mainstream à l'américaine, donc typiquement comme Les Experts, c'était vraiment super pour nos chaînes, parce que, c'était facile à regarder et ça plaisait, mais en plus de ça, c'était pas très cher à acheter, parce que les networks américains avaient déjà pu l'amortir sur leur territoire. En plus, c'était pas particulièrement risqué, puisqu'on avait pu voir quels avaient été les succès d'audience aux États-Unis. Et troisièmement, ça plaisait, c'était adapté à ce que les gens voulaient regarder, et du coup, ça générait des revenus publicitaires. Du coup, des produits comme ça, comme on l'expliquait avant, il y en a de moins en moins qui sont disponibles. Du coup, on est obligé de se rabattre sur des séries françaises. Le problème, c'est que produire une série française, c'est plus risqué, plus compliqué et potentiellement plus cher. Après, ça peut être mieux aussi. Mais c'est d'autant plus cher en France qu'on a un pool de talents qui est relativement limité et qu'en plus, les Netflix, Amazon et autres acteurs se mettent aussi à faire des séries en langue française pour plaire à la majorité des gens sur un territoire français et vraiment se développer. Du coup, ça pousse vraiment les prix vers le haut. En bref, pour les chaînes en clair, il faut s'attendre à voir les coûts de programmation augmenter encore. Maintenant, si on passe aux chaînes payantes, on se rend compte que c'est pas très rose non plus, puisque là, autre impact de Netflix, ça a vraiment aidé à prendre conscience du concept de value for money qu'on avait en télé. Ou du moins, ça a donné un point de référence pour dire, pour 10 €, ou peut-être même moins si, comme moi, vous partagez l'abonnement avec plusieurs personnes, ce qu'on pouvait avoir en télé. En plus de ça, pour essayer de réduire la fuite des abonnés, les acteurs de Pay TV se retrouvent à avoir en permanence des offres promotionnelles qui, en fait, diminuent la valeur du produit pour les gens. Au-delà du coup de cette baisse de prix, il y a surtout les deux piliers fondamentaux de la télé payante en Europe qui sont un peu mis à mal. Le premier, c'est le concept de buy-through, et le deuxième concept, qui est le bithématique. Alors, le concept de buy-through, c'est l'idée que pour accéder à un contenu premium, je vais être obligé d'acheter un ensemble de choses que j'aurais pas acheté ou que j'aurais pas eu vraiment envie de regarder. Donc, typiquement, c'est pour pouvoir regarder la Ligue 1, en fait, dans mon abonnement, je me retrouve aussi à payer le droit de regarder la D1 féminine. Le bithématique, c'est un peu la même logique à l'échelle du genre de contenu. Donc c'est, j'achète le sport et l'entertainment ensemble, mais je ne peux pas choisir entre le sport et l'entertainment si j'en préfère un versus l'autre. Pour conclure, je voulais vous parler d'une statistique qui nous inquiète un petit peu chez McKinsey. Donc si on retourne aux États-Unis un instant et qu'on regarde les chiffres, on se rend compte que sur 4 heures de consommation de vidéos, oui, donc les Américains consomment un peu plus de télé que nous, ils en passent 2 heures sur leur télévision avec leur chaîne payante, ils en passent 1 heure sur Netflix en famille et 1 heure tout seul dans leur chambre avec Netflix. Du coup, on est à peu près à 50-50. Maintenant, en Europe, si on regarde, depuis quelques années, Netflix arrive partout. Donc, c'est-à-dire que vous avez dû remarquer que Netflix est maintenant disponible sur Orange. Il est disponible sur auprès d'à peu près l'ensemble des providers Internet. Et surtout, il commence à être inclus dans les packages des chaînes payantes. Et ça devient plus compliqué pour le consommateur et pour les chaînes payantes, parce qu'aujourd'hui, quand on est sur la plateforme de Sky et que je cherche un film, finalement, je ne me rends pas trop compte si je suis en train de regarder la série parce qu'elle a été apportée par Netflix ou parce qu'elle a été apportée par Sky. Et donc, je ne sais plus vraiment faire la différence entre les deux. Le problème, c'est que si demain, on passe 50% de notre temps sur une plateforme comme Netflix, ou même Amazon, Hulu et Apple qui commencent à grandir en Europe, qu'est-ce qui va se passer ? Ben là, il est probable que les acteurs type Netflix et Amazon commencent à demander des droits de retransmission aux chaînes payantes et finalement viennent mettre à mal encore plus un modèle qui est déjà précaire en ce moment. Du coup, ce qu'on se dit un petit peu sur tous ces points de SVOD, c'est qu'on parle beaucoup du nombre d'abonnés, mais qu'en fait, le nerf de la guerre, il est plutôt sur le temps passé
avec ces plateformes.